Le texto est arrivé à 16h47. Numéro inconnu. 8 mots qui ont glacé mon sang, ta femme est au Hilton. Chambre 1757. Je regardais fixement l'écran de mon téléphone dans le petit bureau exigu de l'agence d'assurance. Les néons bourdonnaient au-dessus de ma tête comme des guêpes en colère. Tommy Arlon, 38 ans, expert en sinistre le jour, ex-interrogateur militaire de formation, et apparemment la dernière personne à Lawrence, dans le Massachusetts, à savoir que sa femme le trompait. Ma première pensée a été au spam. Une nouvelle arnaque ciblant les hommes mariés avec une usurpation de localisation GPS. Mais quelque chose dans la précision de la chambre 1757 m'a noué l'estomac. Alyssa travaillait encore tard ce soir-là, soi-disant pour examiner des dépositions au cabinet d'avocat où elle travaillait comme assistante juridique. Son patron, Barry Stone, dirigeait un cabinet de taille moyenne spécialisé dans les affaires de préjudice corporel, le genre d'opération de chasseur d'ambulance, qui permettait de payer les factures, mais ne rendait jamais personne vraiment riche. J'ai ouvert l'application de télématique automobile sur mon téléphone. Il y a 6 mois, après qu'Alyssa eut reculé dans la boîte aux lettres de Madame Couglin, j'avais installé un système de suivi dans sa Honda Civic. Une réduction d'assurance, lui avais-je dit. En réalité, je voulais juste savoir si elle conduisait aussi mal que je le soupçonnais. Le point GPS montrait sa voiture garée au Hilton depuis 93 minutes. Mes mains se sont mises à trembler. Pas le bon genre d'adrénaline de mes jours dans l'armée, mais ce tremblement vide et nauséeux qui survient quand votre monde commence à s'effondrer. J'ai attrapé ma veste et je me suis dirigé vers la porte, disant à mon superviseur que j'avais une urgence familiale. Ce n'était pas un mensonge. Le Hilton était à 12 minutes de mon bureau, dans le centre-ville de Lawrence. J'étais passé devant un millier de fois, sans jamais trop prêter attention à sa façade d'entreprise fade ou aux voyageurs d'affaires qui peuplaient son bar. Maintenant, on aurait dit un territoire ennemi. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai affiché le flux des caméras de sécurité du parking sur mon ordinateur portable. L'un des avantages de travailler dans les réclamations d'assurance, c'est qu'on apprend à accéder à des systèmes de surveillance dont la plupart des gens ignorent même l'existence. L'angle de la caméra m'offrait une vue dégagée sur l'entrée et sur la plupart des niveaux de stationnement. La Civic argentée d'Alyssa était là, au niveau 2, et juste à côté, une Audi noire avec des plaques du Massachusetts que je ne reconnaissais pas. J'ai passé les plaques dans la base de données du DMV en utilisant mes identifiants d'expert. La voiture était au nom de Craig Jameson, 39 ans, avec une adresse dans la ville voisine d'Andover. Craig Jameson. Ce nom ne me disait rien, mais une rapide recherche sur LinkedIn a rempli les blancs. Représentant commercial en produits pharmaceutiques pour MedTech Solutions, diplômé en commerce de l'UMass, divorcé depuis 2 ans. Sa photo de profil montrait un type qui avait probablement atteint son apogée à l'université. Des dents parfaites, une coupe de cheveux chers, le genre de sourire confiant qui donne envie de le frapper à vue. Mon téléphone a vibré avec un autre texto du numéro inconnu. Un jeudi sur 2 depuis 6 mois, chambre 1757, vérifie son emploi du temps de yoga. J'ai failli jeter le téléphone contre le pare-brise. Le yoga. Les cours de yoga d'Alyssa du jeudi soir qui semblaient toujours s'éterniser. Ceux dont elle rentrait rayonnante et détendue, affirmant que le professeur les poussait vraiment à bout ces derniers temps. J'ai ouvert notre calendrier partagé et j'ai recoupé les dates. Un jeudi sur 2 depuis 6 mois, Alyssa avait yoga de 19h à 21h. Un jeudi sur 2, selon les registres d'accès par badge de l'hôtel que j'étais maintenant en train de pirater illégalement, quelqu'un avait utilisé la chambre 1757. Les pièces se sont imbriquées avec la précision d'un verrou de fusil qui s'enclenche. Ma femme avait une liaison avec un représentant pharmaceutique nommé Craig Jameson, et quelqu'un voulait que je le sache. La question était de savoir pourquoi. Je suis resté assis dans ma voiture à observer l'entrée de l'hôtel, attendant qu'il sorte. L'informateur anonyme m'avait donné tout ce dont j'avais besoin pour les prendre la main dans le sac. Mais quelque chose clochait. Du temps où j'étais interrogateur, j'avais appris à flairer les coups montés à des kilomètres. Ça avait toutes les caractéristiques d'un piège. Mon téléphone a sonné. La photo de contact d'Alyssa a rempli l'écran. Une photo de notre mariage, il y a 5 ans. Nous étions tous les deux jeunes, stupides, et convaincus d'avoir compris ce qu'était l'éternité. « Salut bébé », dit-elle, la voix légèrement essoufflée. « Je viens juste de finir au bureau. Barry nous a fait travailler sur un énorme dossier.
Je vais dîner avec Jenna et ensuite je file au yoga. Ne m'attends pas, ok? Jenna Sik. La femme de bureau d'Alyssa, une femme amère d'une quarantaine d'années qui n'avait jamais rencontré un ragot dont elle ne pouvait faire une arme. Si Alyssa mentait sur ses allées et venues, Jenna était probablement dans le coup. Ça marche, ai-je réussi à dire. Amuse-toi bien au yoga. Je t'aime, a-t-elle dit, et elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai fixé le téléphone, me demandant quand ces mots n'étaient devenus que du bruit. Peut-être l'avait-il toujours été. À 18h23, Alyssa et Craig sont sortis de l'ascenseur de l'hôtel pour rejoindre le parking. Je les ai regardés sur le flux de sécurité s'embrasser pour se dire au revoir à côté de son Audi, la main d'Alyssa s'attardant sur son torse. Elle avait l'air heureuse d'une façon que je n'avais pas vue depuis des années, détendue, satisfaite. Craig est monté dans sa voiture et est parti. Alyssa a attendu 5 minutes, puis l'a suivi. Discrétion professionnelle, même dans l'adultère. J'ai démarré mon pick-up et je suis rentré chez moi, l'esprit bouillonnant de possibilités. L'informateur anonyme, la révélation parfaitement chronométrée, les informations détaillées sur les numéros de chambre et les horaires. Quelqu'un avait observé ma femme aussi attentivement que je le faisais maintenant. Quelqu'un voulait que je sache. La question était de savoir s'il voulait m'aider ou me détruire. J'ai passé la nuit à faire semblant de dormir pendant qu'Alyssa prenait sa douche pour se laver de sa séance de yoga et se glissait dans le lit à côté de moi, sentant le savon d'hôtel et la culpabilité. Elle s'est blottie contre mon dos comme elle le faisait toujours, sa respiration devenant régulière en quelques minutes. Cette intimité décontractée me donnait la nausée. Au matin, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas la confronter. Pas encore. D'abord, j'avais besoin de savoir qui tirait les ficelles. J'ai appelé le travail pour me porter pâle et j'ai conduit jusqu'au garage automobile de Rishi dans les quartiers sud de Lawrence. Rishi Kowalski avait été mon observateur-tireur, spoté, en Afghanistan, le genre de type qui pouvait trianguler les positions ennemies en n'utilisant que le son et son intuition. Aujourd'hui, il réparait des boîtes de vitesse et aidait les hommes divorcés à traquer leurs femmes infidèles. Les compétences s'adaptaient mieux qu'on ne pourrait le croire. Mon vieux Tommy, a dit Rishi en s'essuyant les mains sur un chiffon graisseux lorsque je suis entré dans le garage. Tu as une de ces mines. J'ai besoin de ton aide pour un truc, ai-je dit. Triangulation de téléphone cellulaire, traçage de numéros jetables. L'expression de Rishi a changé. Nous étions amis depuis assez longtemps pour qu'il comprenne la situation sans explication. C'est quoi le numéro? Je lui ai montré les textos anonymes. Rishi a entré le numéro dans un ordinateur portable qui ne fonctionnait certainement pas avec des logiciels standards, ses doigts volant sur le clavier avec une efficacité bien rodée. Téléphone jetable activé il y a 3 jours, a-t-il dit après quelques minutes. Payé en espèces dans une épicerie sur Essex Street. Mais voici la partie intéressante. Les données des antennes relais montrent qu'il n'a été utilisé que depuis 2 endroits, l'épicerie où il a été acheté et le parking de Morrison, Stone & Associates. Morrison, Stone & Associates, le cabinet d'avocats d'Alyssa. Quelqu'un au bureau de ta femme joue avec toi, a dit Rishi. La question est de savoir qui et pourquoi. J'avais une assez bonne idée pour le qui. Jenna Sik m'avait toujours semblé être le genre de personne à collectionner les secrets comme des cartes de baseball, attendant le bon moment pour les échanger contre un avantage. Mais le pourquoi restait obscur. J'ai besoin d'accéder au registre d'accès par badge de l'hôtel, ai-je dit. Les dossiers complets pour la chambre 1757 remontant à 1 an. C'est illégal, tu sais, a dit Rishi. L'adultère l'est aussi dans le Massachusetts. Un bon point. Il a fallu 20 minutes à Rishi pour pirater le système de sécurité du Hilton. Les registres d'accès m'ont raconté une histoire qui m'a fait serrer les mâchoires. Craig Jameson utilisait la chambre 1757 un jeudi sur 2 depuis 8 mois, et non 6, ce qui signifiait qu'Alyssa mentait à propos du yoga bien avant que je ne me doute de quoi que ce soit. Mais il y avait autre chose dans les registres qui a attiré mon attention. Il y a 3 jours, le jour même de l'activation du téléphone jetable, quelqu'un avait accédé au système de vidéosurveillance de l'hôtel à distance. L'adresse IP remontait à Morrison, Stone & Associates. Quelqu'un au cabinet d'avocats de ta femme regarde les flux vidéo de l'hôtel, a dit Rishi. Ils étaient au courant de la liaison avant de t'envoyer ce texto. Mais pourquoi me le dire? Peut-être qu'ils veulent que tu fasses une connerie. Te surprendre dans une position compromettante.
C'était logique. Si j'avais suivi mon premier instinct et fait irruption dans la chambre d'hôtel, j'aurais pu être arrêté pour intrusion ou agression. Un casier judiciaire détruirait mon habilitation de sécurité et mon travail. Cela donnerait aussi à Alyssa des motifs de divorce qui n'impliqueraient pas de devoir admettre l'adultère. J'ai besoin de savoir qui est derrière ça, ai-je dit. Et j'ai besoin d'un moyen de pression. Rishi a souri. Là, tu parles ma langue. Nous avons passé le reste de la matinée à creuser le passé de Craig Jameson. Son travail de représentant pharmaceutique lui donnait accès à des échantillons de médicaments qui étaient censés être distribués aux médecins pour être utilisés par les patients. Mais les notes de frais que Rishi a extraites des serveurs de Medtech racontaient une histoire différente. Craig facturait à l'entreprise des séjours dans des hôtels de luxe, des dîners coûteux et des frais de divertissement qui ne correspondaient pas à des activités commerciales légitimes. Plus intéressant encore, il commandait des échantillons de médicaments en quantité bien supérieure à ce que sa base de clients pouvait justifier. Ce type a un petit commerce à côté, a dit Rishi. Il vend des échantillons à des gens qui ne peuvent pas se payer d'ordonnance, ou pire. De combien d'argent parle-t-on en fonction du volume? Probablement 300 000 $ sur les 2 dernières années. On était sur le territoire des crimes fédéraux graves. Le genre de choses qui intéresserait la DEA s'ils étaient au courant. Il y a autre chose, a dit Rishi en affichant un autre ensemble de dossiers. Ta femme l'aide à blanchir l'argent à travers une association caritative à but non lucratif. Regarde ses relevés de dons. L'association s'appelait Hope for Health, et était censée fournir une aide médicamenteuse aux patients à faible revenu. Mais les dossiers financiers montraient autre chose. L'argent arrivait de donateurs individuels, y compris plusieurs dons importants provenant du compte personnel d'Alyssa, et repartait aussitôt vers un réseau de comptes offshore. Elle vole dans vos économies communes pour aider son petit ami à blanchir l'argent de la drogue, a dit Rishi. On parle de fraude électronique, de blanchiment d'argent, de complot. Ce n'est plus juste de l'adultère, Tommy. C'est du crime organisé. J'ai fixé l'écran, sentant quelque chose de froid et dur s'installer dans ma poitrine. Alyssa n'avait pas seulement trahi notre mariage. Elle avait fait de moi un complice involontaire dans un crime fédéral en utilisant nos comptes communs. Qui d'autre est au courant, ai-je demandé. C'est la question à $1 million, a répondu Rishi. Mais je parie que celui qui t'a envoyé ce texto en sait beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Mon téléphone a vibré avec un autre message du numéro anonyme. C'est pour ce soir. Fais en sorte que ça compte. J'ai montré le texto à Rishi, son expression s'est assombrie. Il te tend un piège, a-t-il dit. Quoi que tu fasses, ne va pas à cet hôtel ce soir. Mais je n'avais pas l'intention d'aller à l'hôtel. J'avais l'intention d'aller chez Morrison, Stone & Associates pour avoir une petite conversation avec celui ou celle qui tirait les ficelles. Morrison, Stone & Associates occupait le 2e étage d'une usine textile reconvertie sur la rivière Merrimack, le genre de bâtiment qui avait abrité les jours de gloire industrielle de Lawrence et qui servait maintenant de bureau bon marché pour des avocats, des comptables et d'autres charognards professionnels. Je n'y étais allé que 2 fois exactement. Une fois quand Alyssa a obtenu le poste et une autre fois pour la fête de Noël du bureau, où j'avais regardé Barry Stone se saouler et draguer sa secrétaire pendant que sa femme faisait semblant de ne rien remarquer. Je suis arrivé à 19h, heure à laquelle la plupart des employés étaient rentrés chez eux, mais le bâtiment était encore ouvert pour l'équipe de nettoyage. La sécurité dans le bâtiment était une blague. Une seule caméra dans le hall qui n'avait pas été mise à jour depuis l'administration Clinton, et un système de carte d'accès que Rishi aurait pu pirater les yeux fermés. Les bureaux du cabinet d'avocats étaient plongés dans le noir, à l'exception d'une seule lumière dans le coin du fond. Le bureau de Barry Stone, selon la plaque sur la porte. Je pouvais entendre des voix à l'intérieur. Barry et quelqu'un d'autre, leur conversation trop étouffée pour distinguer les mots. Je me suis approché furtivement, restant dans l'ombre du labyrinthe de box qui abritait les assistants juridiques et les secrétaires. Les voix sont devenues plus claires à mesure que j'approchais. Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée, disait Barry. S'il va voir les flics. Il n'ira pas voir les flics, a répondu une voix de femme. Je l'ai reconnu immédiatement. Jenna Sick. Il est trop fier. Les hommes comme lui pensent toujours pouvoir tout gérer eux-mêmes. Et si tu te trompes, alors nous avons de plus gros problèmes que Tommy Harlon. La DEA renifle déjà autour de l'association caritative. S'ils font le lien avec les ventes d'échantillons de Craig.
Nous aurions dû rester en dehors de ça, a interrompu Barry. C'était censé être une simple affaire de divorce. L'amener à faire une connerie. Le documenter. Demander le divorce pour faute. Propre et simple. Rien de tout ça n'a été propre, a rétorqué Jenna. Alyssa a été négligente depuis le début, en utilisant les comptes conjoints, en se donnant rendez-vous au même hôtel chaque semaine. Elle aurait tout aussi bien pu louer un panneau publicitaire. Je me suis plaqué contre le mur, le cœur battant à tout rompre. Il parlait de ma femme comme si elle était un fardeau, un problème à gérer. Le plan était de le faire arrêter pour intrusion ou agression, a continué Barry. Créer des motifs pour une ordonnance restrictive, établir un schéma de comportement violent. Au lieu de ça, il fait le mort et ne se pointe pas à l'hôtel, ce qui veut dire qu'il est plus intelligent qu'on ne le pensait, a dit Jenna. Ou alors quelqu'un l'a prévenu. Qui le préviendrait? Je ne sais pas, mais il faut accélérer le mouvement. Plus ça traîne, plus il risque de découvrir ce qui se passe vraiment. Il y a eu une pause. Puis Barry a repris la parole. Et pour la superviseure de l'hôtel? Elle coopère toujours? Maria? Elle est fiable. 2000 $ nous ont acheté l'accès au système de surveillance et la promesse de signaler une urgence de maintenance si Tommy se pointait. Mais elle devient nerveuse à cause de l'enquête fédérale. Quelle enquête fédérale? La DEA a perquisitionné les bureaux de MedTech hier, a dit Jenna. Ils enquêtent sur des irrégularités dans la distribution des échantillons. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne remontent jusqu'à Craig. Mon sang s'est glacé. Si la DEA enquêtait sur les ventes de médicaments de Craig et qu'Alyssa l'aidait à blanchir l'argent, elle risquait de lourdes peines de prison fédérale. 20 ans, peut-être plus. Nous devons couper les ponts, a dit Barry. Prendre nos distances avec toute cette histoire. Il est trop tard pour ça. Nous sommes déjà trop impliqués. Les dons à l'association caritative, les paiements de l'hôtel, l'accès à la vidéosurveillance, tout est lié. Si les fédéraux commencent à tirer sur les fils, ils vont tout détricoter. Alors que proposes-tu? On s'en tient au plan initial. On pousse Tommy à faire une connerie, on le fait arrêter, et on laisse Alyssa divorcer pour faute. Elle récupère la moitié des biens, nous paie nos honoraires et disparaît. Sans son témoignage, les fédéraux ne peuvent pas prouver le complot de blanchiment d'argent. Et si Tommy ne coopère pas, alors nous le ferons coopérer d'une manière ou d'une autre. J'en avais entendu assez. Je me suis éloigné du bureau à reculons, l'esprit bouillonnant. Il ne s'agissait plus seulement d'adultère. C'était une conspiration criminelle qui impliquait ma femme, son amant, ses collègues et des crimes fédéraux liés à la drogue. Et j'étais le témoin gênant dont il devait se débarrasser. J'ai atteint la cage d'escalier avant que mon téléphone ne vibre avec un autre texte du numéro anonyme. Urgence à l'hôtel, chambre 1757. Ta femme a besoin d'aide. C'était ça. Le piège qu'il préparait depuis 3 jours. Il voulait que je me précipite à l'hôtel, probablement pour trouver Alyssa dans une position compromettante avec Craig, avec peut-être la sécurité de l'hôtel ou la police déjà sur place. Je serais arrêté pour intrusion ou pire, leur donnant exactement les preuves dont ils avaient besoin pour leur stratégie de divorce. Mais je n'allais plus jouer à leur jeu. J'avais une meilleure idée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer tout en retournant vers le bureau de Barry. S'il voulait jouer salement, je pouvais jouer encore plus salement. Au lieu de me diriger vers l'hôtel, je suis rentré chez moi et j'ai passé les 2 heures suivantes à compiler un dossier qui ferait saliver n'importe quel procureur fédéral. Relevé bancaire montrant les transferts d'argent de notre compte joint vers l'association caritative Hope for Health. Les notes de frais de Craig et les formulaires de demande d'échantillons, les registres d'accès par badge de l'hôtel, les images de vidéosurveillance des rendez-vous d'Alyssa et Craig, et surtout, l'enregistrement audio que j'avais fait de Barry et Jenna discutant de leur complot. À 22 heures. J'ai tout téléchargé sur un serveur sécurisé et j'ai envoyé des copies cryptées à 3 adresses électroniques différentes. Mon compte personnel, le compte de Richie et une boîte aux lettres mortes que j'avais configurée lors de mes années militaires pour ce genre de situation exacte. Puis j'ai appelé la ligne de signalement de la DEA. J'aimerais signaler des soupçons de fraude pharmaceutique et de blanchiment d'argent. J'ai dit à l'agent qui a répondu, j'ai des documents prouvant la vente illégale d'échantillons de médicaments et des dossiers financiers montrant que les bénéfices sont blanchis par le biais d'une fausse association caritative. L'agent a pris mes informations et m'a demandé d'envoyer les preuves par email à une adresse sécurisée.
Je me suis exécuté, puis je me suis adossé à mon siège et j'ai attendu que le feu d'artifice commence. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. À 6 heures le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à sonner. D'abord, c'était Alissa qui appelait du poste de police où elle avait apparemment été arrêtée lors d'une perquisition au petit matin au cabinet d'avocat. Ensuite, c'était la secrétaire de Barry Stone qui me demandait si je savais où était Barry, parce que le FBI avait débarqué avec un mandat de perquisition et qu'il ne répondait pas à son téléphone. J'ai laissé tous les appels aller sur la messagerie vocale. À 8 heures, on a frappé à ma porte. 2 agents fédéraux dans des costumes bon marché. Le genre de type qui ressemble à des comptables mais qui portent des armes à feu et ont le pouvoir de détruire votre vie. Monsieur Arlon? Agent Martinez, DEA. Agent Chen, FBI. Nous aimerions vous poser quelques questions sur les activités financières de votre femme. Je les ai fait entrer et j'ai préparé du café pendant qu'ils installaient un appareil d'enregistrement sur la table de ma cuisine. Pendant les 3 heures qui ont suivi, je leur ai dit tout ce que je savais sur la liaison d'Alissa, les ventes de drogue de Craig et le complot visant à me piéger pour violence domestique. Vous réalisez que votre femme pourrait faire face à 25 ans de prison fédérale, a dit l'agent Martinez quand j'ai eu terminé. J'en suis conscient, ai-je répondu. Je suis aussi conscient qu'elle a fait ses propres choix. Êtes-vous prêt à coopérer avec notre enquête? Absolument. Tout ce dont vous avez besoin. Ils m'ont fait signer un accord de coopération et m'ont donné une carte avec un numéro de téléphone direct. Alors qu'il s'apprêtait à partir, l'agent Chen s'est retourné. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit. Je suis désolé pour votre mariage. Ça ne doit pas être facile. Non, ai-je dit, mais c'est nécessaire. Après leur départ, je me suis assis dans ma cuisine, buvant du café et attendant que la suite des événements se produise. Ça n'a pas pris longtemps. À midi, Barry Stone a appelé depuis le bureau de son avocat. Espèce de fils de pute, a-t-il dit sans préambule. Tu as tout détruit. Vous vous êtes détruit vous-même, ai-je répondu. Je l'ai juste documenté. Alissa a été arrêtée. Jenna a été arrêtée. Le FBI a saisi tous nos dossiers. 20 ans à bâtir ce cabinet envolé en fumée. Tu aurais dû y penser avant de décider de me piéger. Ce n'est pas fini, Arlon. Je m'assurerai que tu paies pour ça. Bonne chance avec ça depuis une prison fédérale. J'ai raccroché et bloqué son numéro. Les informations locales ont repris l'histoire ce soir-là. Un cabinet d'avocats de Lawrence perquisitionné dans le cadre d'une enquête fédérale sur la drogue. Ils n'ont pas mentionné mon nom, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout le monde en ville saurait en moins d'une semaine que Tommy Arlon était le gars qui avait fait tomber Morrison, Stone & Associates. Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était ma belle-mère. Tommy, qu'est-ce qui se passe? Alissa m'a appelé en pleurs depuis la prison. Elle dit que tu l'as fait arrêter. Elle s'est fait arrêter elle-même, Hélène. J'ai juste fourni des preuves de ses crimes aux autorités compétentes. Mais c'est ta femme. Tu es censé la protéger. Elle a cessé d'être ma femme le jour où elle a décidé de me voler pour aider son petit ami à blanchir l'argent de la drogue. Il y a eu un long silence. Puis la voix d'Hélène, plus faible et plus triste, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, elle fait face aux conséquences de ses choix. Et moi, je recommence à zéro. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière et j'ai regardé le soleil se coucher sur Lawrence. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Le piège qu'ils m'avaient tendu était devenu leur propre prison. Alissa accepterait probablement un accord de plaidoyer et ferait 5 à 7 ans. Barry et Jenna risquaient des peines plus longues. Craig Jameson avait été arrêté à son bureau et coopérait apparemment avec les enquêteurs fédéraux en échange d'une peine réduite. Mon téléphone a vibré une dernière fois avec un message du numéro anonyme. Bien joué. J'ai supprimé le texte sans répondre. Je n'ai jamais su qui avait envoyé ces messages, mais j'avais mes soupçons. Peut-être que c'était Maria, la superviseure de l'hôtel qui avait été payée pour me piéger mais qui avait eu des remords quand les agents fédéraux ont commencé à fureter dans les parages. Peut-être que c'était quelqu'un d'autre au cabinet d'avocats qui connaissait le complot mais ne voulait pas être pris entre deux feux. Cela n'avait plus d'importance. La partie était terminée et j'avais gagné. 3 semaines plus tard, j'étais assis dans un tribunal fédéral de Boston, regardant ma femme depuis 5 ans plaider coupable de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent.
Elle paraissait plus petite dans sa combinaison orange, ses cheveux tirés en arrière en une queue de cheval qui la faisait paraître plus jeune et plus vulnérable que la femme calculatrice qui avait volé sur nos comptes communs pour financer l'opération de trafic de drogue de son petit ami. Le procureur a décrit les accusations avec des détails cliniques. Comment Alyssa avait aidé Craig Jameson à établir l'association caritative Hope for Health comme façade pour blanchir les revenus des ventes pharmaceutiques illégales. Comment elle avait transféré plus de 180 000 $ de notre compte d'épargne conjoint vers l'association caritative, en affirmant que les dons étaient à des fins fiscales. Comment elle avait utilisé ses compétences d'assistante juridique pour créer de faux documents et brouiller les pistes. Les actions de l'accusé représentent une trahison calculée, non seulement de ses vœux de mariage, mais aussi de la confiance du public, a déclaré le procureur. Elle a utilisé sa formation juridique et les ressources financières de son mari pour faciliter une entreprise criminelle qui a mis des drogues dangereuses dans la rue et escroqué des patients légitimes des médicaments dont ils avaient besoin. L'avocat d'Alyssa, un commis d'office qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, a fait une brève déclaration sur les remords de sa cliente et sa coopération à l'enquête. Le juge n'était pas impressionné. Madame Arlon, vous avez plaidé coupable de crimes fédéraux graves passibles d'une peine maximale de 20 ans de prison. Avant que j'accepte votre plaidoyer, je dois m'assurer que vous comprenez les conséquences de vos actes. Dans ma maison, espèce d'enfoiré. Détends-toi, mec. Ce n'est que du business. S'il te plaît, ne tire pas, lâche-moi. Tu ne le feras pas. Tu n'en as pas le courage. Ne le fais pas. S'il te plaît, ne lui tire pas dessus. S'il te plaît. Je t'en supplie. Ne fais pas ça. Non. S'il te plaît. Non. Oui, votre honneur, a dit Alyssa, la voix à peine audible. Comprenez-vous qu'en plaidant coupable, vous admettez avoir sciemment participé à un complot visant à escroquer le gouvernement des États-Unis et à blanchir les revenus de ventes illégales de drogue? Oui, votre honneur. Et comprenez-vous que votre coopération à cette enquête ne garantit pas que vous recevrez la peine minimale? Oui, votre honneur. Le juge a accepté le plaidoyer et a programmé la condamnation à 6 semaines plus tard. Alors qu'Alyssa était emmenée menottée, elle a regardé vers moi, assis dans la tribune du public. Je n'ai pas pu lire son expression. Colère, tristesse, regret, peut-être les trois. Je n'ai absolument rien ressenti. À la sortie du tribunal, l'agent Martinez m'a rattrapé. L'affaire Craig Jameson va en procès le mois prochain, a-t-il dit. Nous aurons besoin que vous témoigniez sur les dossiers financiers. Tout ce dont vous avez besoin. Il y a autre chose. Nous avons enquêté sur le réseau de détournement d'échantillons pharmaceutiques, et c'est plus vaste que ce que nous pensions initialement. Jameson fournissait des médicaments à un réseau de dealers qui les revendaient dans la rue. Certains de ces médicaments ont fini par tuer des gens. Je me suis arrêté de marcher. Qu'est-ce que vous dites? Je dis que votre femme ne se contentait pas d'aider son petit ami à frauder le fisc. Elle faisait partie d'une organisation criminelle qui a mis des drogues mortelles entre les mains de toxicomanes et de personnes désespérées qui n'avaient pas les moyens de se payer des soins médicaux légitimes. Le poids de ces mots m'a frappé comme un coup physique. Je savais qu'Alyssa me volait, je savais qu'elle avait une liaison, je savais qu'elle aidait Craig à blanchir de l'argent, mais je n'avais pas pleinement saisi le coût humain de leur crime. Combien de personnes sont mortes? Nous avons documenté au moins 7 décès par overdose directement liés aux médicaments provenant de l'opération de Jameson. Il y en a probablement d'autres que nous n'avons pas encore reliés. Cette personne, cette famille détruite parce que ma femme avait décidé d'aider son petit ami à transformer des échantillons pharmaceutiques en drogue de rue. Sera-t-elle inculpée pour ces morts? Le procureur envisage des chefs d'accusation supplémentaires. Complot en vue de distribuer des substances contrôlées. Peut-être même homicide involontaire si nous pouvons prouver qu'elle savait que des gens mouraient. J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Pour ce que ça vaut, a déclaré l'agent Martinez, votre coopération a été cruciale dans cette enquête. Sans les dossiers financiers que vous avez fournis, nous n'aurions peut-être jamais découvert toute l'étendue de l'opération. Cela aurait dû me réconforter. Ce ne fut pas le cas. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers les rues de Lawrence, passant devant les usines textiles et les maisons à 3 étages, passant devant les garages automobiles et les petits commerces de quartier où des gens comme ceux que ma femme avait contribué à tuer vivaient. Travaillaient et luttaient probablement pour payer leurs médicaments. La ville semblait la même qu'elle l'avait toujours été, mais j'avais l'impression de la voir avec d'autres yeux.
Mon téléphone a sonné alors que je me garais dans mon allée. Richie. Comment ça s'est passé? Elle a plaidé coupable. Le prononcé de la peine est dans 6 semaines. Ça va? Je ne sais pas. Tu veux qu'on aille prendre une bière et en parler? Ouais, je crois que j'en ai besoin. Nous nous sommes retrouvés au Murphy's Tavern sur Common Street, un bar miteux qui servait de la bière bon marché à la classe ouvrière de Lawrence depuis les années 1940, le genre d'endroit où personne ne posait de questions et où chacun se mêlait de ses affaires. Tu as fait ce qu'il fallait, a dit Richie après que je l'eus mis au courant de l'audience au tribunal. Vraiment? 7 personnes sont mortes, Richie. 7 personnes sont mortes à cause de drogue qui provenaient de l'opération que ma femme aidait à diriger. 7 personnes sont mortes parce que ta femme et son petit ami ont décidé de transformer des médicaments en poison pour le profit. Ce n'est pas de ta faute. J'ai vécu avec elle pendant 5 ans. Comment ai-je pu ne pas savoir quel genre de personne elle était vraiment? Richie a pris une longue gorgée de sa bière. Tu sais ce que j'ai appris en Afghanistan? Les gens sont capables de choses que tu n'imaginerais jamais. De bonnes personnes peuvent faire des choses terribles dans de bonnes circonstances. Des personnes terribles peuvent se cacher derrière de belles façades pendant des années. Elle n'a pas toujours été terrible. Quand nous nous sommes rencontrés, elle était différente. Ambitieuse, certes, mais pas ça. Peut-être qu'elle ne l'était pas. Peut-être que la personne que tu as épousée était réelle et que quelque chose l'a changé. Ou peut-être que tu as juste vu ce que tu voulais voir. J'ai fixé ma bière, regardant les bulles remonter à la surface. Le procureur fédéral pense qu'elle pourrait faire face à des accusations supplémentaires. Homicide involontaire. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas. Une part de moi veut qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Une part de moi se souvient encore de la femme que j'ai épousée. Ces deux choses peuvent être vraies. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, entourés par le bruit confortable d'un bar populaire, le cliquetis des boules de billard, le match des Red Sox à la télé, les conversations en anglais, en espagnol, et ce qui ressemblait à du portugais. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Richie. Maintenant, je témoigne contre Craig Jameson. J'aide les fédéraux à coffrer le reste du réseau. J'essaie de découvrir à quoi ressemble ma vie sans elle. Tu vas t'en sortir, Tommy. Tu es plus coriace que tu ne le penses. Vraiment? Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était un mensonge. Pas tout. Tu en as su assez pour flairer le piège qu'ils t'ont tendu. Tu en as su assez pour rassembler des preuves au lieu de foncer tête baissée. Tu en as su assez pour faire ce qui était juste même quand ça t'a tout coûté. Il avait raison, mais ça ne rendait pas le poids sur ma poitrine plus léger. Les SMS anonymes, ai-je dit. Je ne sais toujours pas qui les a envoyés. Est-ce que ça a de l'importance? Je pense que oui. Quelqu'un voulait que je sache ce qui se passait. Quelqu'un veillait sur moi quand personne d'autre ne le faisait. Peut-être que c'était juste quelqu'un qui avait une conscience. Quelqu'un qui savait ce qui se passait et qui ne pouvait pas vivre en gardant le silence. Peut-être. Mais j'ai le sentiment qu'il y a plus que ça. Les textos avaient été trop bien synchronisés, trop précisément ciblés. Quelqu'un avait observé la situation se dérouler et avait décidé de me donner les informations dont j'avais besoin pour me protéger. Un jour, je découvrirai peut-être qui. Pour l'instant, il suffisait de savoir que dans un monde plein de gens qui m'avaient trahi, au moins une personne avait essayé de m'aider. Le procès de Craig Jameson a commencé un mardi matin en octobre, 6 semaines après l'audience de condamnation d'Alyssa. Elle avait écopé de 7 ans de prison fédérale avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 5 ans. Les accusations supplémentaires d'homicide involontaire avaient été abandonnées dans le cadre de son accord de coopération, mais le juge avait clairement indiqué que son rôle dans la facilitation d'une distribution de drogue mortelle avait influencé la peine. J'ai témoigné le 3e jour du procès, guidant le jury à travers les dossiers financiers qui prouvaient comment Craig avait utilisé l'association caritative Hope for Health pour blanchir l'argent de la drogue. L'avocat de la défense a essayé de me faire passer pour un mari vindicatif cherchant à se venger, mais les chiffres ne mentaient pas. Virement bancaire, registre de dons, notes de frais, tout cela brossait un tableau clair d'une fraude systématique. Craig était assis à la table des accusés dans un costume coûteux qui valait probablement plus que ce que la plupart des gens de Lawrence gagnaient en un mois. Il avait l'air confiant, presque suffisant, comme s'il pensait que son charme et sa belle gueule le sortiraient de ce pétrin de la même manière qu'il l'avait probablement sorti des ennuis toute sa vie.
Il avait tort. Le dossier de l'accusation était écrasant. Outre les preuves financières que j'avais fournies, ils avaient le témoignage de Maria Santos, la superviseure de l'hôtel qui avait été payée pour aider à mettre en place le piège de la vidéosurveillance. Elle avait retourné sa veste tôt dans l'enquête, fournissant des informations détaillées sur les paiements de Barry Stone et le plan visant à me faire accuser de violence domestique. Ils avaient le témoignage du docteur Patricia Vega, l'un des médecins qui avait reçu à son insu des échantillons de médicaments détournés de l'opération de Craig. Elle a fondu en larmes à la barre en décrivant comment elle avait prescrit des médicaments à des patients, sans savoir qu'ils recevaient des drogues de rue au lieu de produits pharmaceutiques légitimes. Le plus accablant de tous, c'était le témoignage de Derek Walsh, un ancien toxicomane qui avait acheté des médicaments sur ordonnance détournés au réseau de Craig. Derek avait fait 2 overdoses à cause de médicaments contaminés avant de se sevrer et d'accepter de coopérer à l'enquête. Il m'a dit que les médicaments étaient sûrs, a témoigné Derek, la voix tremblante. Il disait qu'il venait d'une compagnie pharmaceutique, pas d'un dealer de rue. Je lui ai fait confiance parce qu'il ressemblait à un homme d'affaires, pas à un trafiquant de drogue. La défense a tenté de faire valoir que Craig n'était qu'un vendeur qui s'était laissé dépasser par les événements, qu'il n'avait pas l'intention de blesser qui que ce soit, mais les preuves ont démontré le contraire. Des SMS entre Craig et ses distributeurs discutaient de couper les drogues pour augmenter les profits. Les dossiers financiers montraient qu'il avait gagné plus de 400 000 $ grâce à l'opération sur 2 ans. Au 7e jour du procès, le jury a rendu des verdicts de culpabilité sur tous les chefs d'accusation, complot en vue de distribuer des substances contrôlées, fraude électronique, blanchiment d'argent et complot en vue de commettre une fraude aux soins de santé. L'assurance de Craig s'est finalement fissurée lorsque le juge a lu les verdicts. Son visage est devenu blanc et il a agrippé le bras de son avocat comme un homme qui se noie et qui s'accroche à une bouée de sauvetage. Le prononcé de la peine était prévu pour décembre. Après le procès, je suis rentré à Lawrence en ressentant quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des mois, la conclusion. Ceux qui m'avaient trahi faisaient face aux conséquences de leurs actes. Le réseau criminel qui avait tué cette personne était en train d'être démantelé. La justice, aussi imparfaite soit-elle, était en train d'être rendue. Mais je n'en avais pas encore fini. Le procès de Barry Stone était toujours en attente et j'avais des comptes à régler avec lui. Il avait été l'architecte du plan pour me piéger, celui qui avait orchestré le piège de la vidéosurveillance et entraîné Alyssa et Jenna sur la façon de me manipuler dans une position compromettante. J'avais coopéré à l'enquête fédérale, mais j'avais mes propres plans pour Barry Stone. Le lendemain matin, je me suis rendu au tribunal fédéral de Boston et j'ai demandé à parler à l'agent Martinez. Je veux m'assurer que Barry Stone soit inculpé pour le coup monté de la violence domestique, lui ai-je dit. Complot, entrave à la justice, tout ce que vous pouvez retenir contre lui. On y travaille, a répondu Martinez. Mais c'est compliqué. Le piège de la vidéosurveillance n'a jamais réellement eu lieu, donc il est difficile de prouver l'intention criminelle. Et l'enregistrement audio que j'ai fait de lui et de Jenna discutant du plan? Ça aide, mais son avocat soutient qu'il s'agissait simplement d'une discussion théorique, pas d'un véritable complot. Alors laissez-moi vous aider à le rendre concret. Martinez a haussé un sourcil. Qu'avez-vous en tête? Barry est toujours en liberté sous caution, n'est-ce pas? Il pratique toujours le droit pour le moment. Le barreau de l'État examine sa licence, mais il n'a pas encore été radié. Alors donnons-lui une occasion de s'incriminer lui-même. J'ai exposé mon plan. C'était risqué et cela nécessitait la coopération de Martinez, mais cela pourrait fournir les preuves dont ils avaient besoin pour faire coffrer Barry pour les chefs d'accusation de complot. Vous voulez porter un micro et essayer de lui faire avouer, a demandé Martinez. Je veux lui donner la chance de terminer ce qu'il a commencé. S'il est aussi arrogant que je le pense, il ne pourra pas y résister. Martinez y a réfléchi pendant un long moment. C'est dangereux. S'il se doute que vous travaillez avec nous, il ne le fera pas. Il pense que je suis un mari éploré qui a tout perdu. Il me verra comme une victime, pas comme une menace. Et si quelque chose tourne mal? Alors vous aurez des renforts à proximité, n'est-ce pas? Martinez a eu un sourire sinistre. Exact. Nous avons passé l'heure suivante à planifier l'opération. Je contacterai Barry pour lui demander un rendez-vous, prétextant vouloir discuter d'une éventuelle plainte au civil contre l'hôtel pour atteinte à la vie privée. C'était suffisamment plausible. Un homme dont le mariage avait été détruit par des images de vidéosurveillance pourrait raisonnablement chercher à obtenir des dommages-intérêts.
La réunion fut fixée au vendredi suivant dans le bureau de Barry. Il avait déménagé son cabinet dans un espace plus petit après la perquisition du FBI, un local exigu dans une galerie marchande qui empestait le désespoir et l'eau de Cologne bon marché. Je suis arrivé en portant un micro et un porte-documents rempli de faux documents juridiques que l'équipe de Martinez avait préparés. Le plan était simple, amener Barry à parler du piège de la surveillance, des paiements à Maria Santos et de la conspiration visant à me piéger pour violence domestique. Barry m'a accueilli avec cette sorte de fausse compassion dont les avocats sont les spécialistes. Tommy, je suis tellement désolé pour tout ce qui s'est passé. Toute cette situation a été une tragédie pour tout le monde impliqué. C'est pour ça que je suis ici, ai-je dit en posant mon porte-documents sur son bureau. Je veux explorer mes options juridiques. Contre qui? L'hôtel. Peut-être la compagnie de surveillance. Quelqu'un a violé ma vie privée, détruit mon mariage, ruiné ma vie. Il doit y avoir des conséquences. Les yeux de Barry se sont illuminés à la perspective d'heures facturables. Dites-moi plus. C'est ce que j'ai fait. Je lui ai parlé des textos anonymes, de la découverte des images de surveillance, de l'humiliation d'apprendre que la liaison de ma femme avait été documentée et diffusée. J'ai joué le rôle du mari bafoué cherchant justice à travers le système judiciaire. Barry a tout gobé. C'est définitivement attaquable en justice, a-t-il dit. Atteinte à la vie privée, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, peut-être même complot si nous pouvons prouver que le personnel de l'hôtel travaillait avec quelqu'un d'autre. Que entendez-vous par travailler avec quelqu'un d'autre? Eh bien, les employés de l'hôtel ne s'impliquent généralement pas dans des affaires conjugales, à moins que quelqu'un ne les paie. Si votre femme ou son petit ami a soudoyé le personnel de l'hôtel pour documenter votre réaction. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive vraiment? Barry s'est calé au fond de son fauteuil, s'enthousiasmant pour le sujet. Plus souvent qu'on ne le pense. J'ai géré des cas où un conjoint paie la sécurité de l'hôtel pour créer des situations compromettantes pour l'autre conjoint, le faire arrêter pour intrusion ou agression, créer des motifs pour une ordonnance restrictive. C'est brillant, ai-je dit. Diabolique, mais brillant. C'est juste de la bonne stratégie juridique. Parfois, il faut créer les preuves dont on a besoin. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça? Barry a hésité et j'ai pu voir le calcul dans ses yeux. Il était en train de décider s'il devait me faire confiance pour me dire la vérité. Hypothétiquement, a-t-il dit, si quelqu'un voulait documenter les tendances violentes d'un conjoint, il pourrait s'arranger pour que ce conjoint soit confronté à des preuves d'infidélité dans un environnement contrôlé. Une chambre d'hôtel, des caméras de sécurité, peut-être une urgence de maintenance pour s'assurer de l'intervention de la police. Hypothétiquement, bien sûr. Et hypothétiquement, combien coûterait quelque chose comme ça? Ça dépend de la complexité. Soudoyer le personnel de l'hôtel, organiser l'accès à la surveillance, coordonner le timing, peut-être $5 000. 10 000 si vous voulez que ce soit bien fait. J'ai hoché la tête d'un air pensif. C'est beaucoup d'argent pour une hypothèse. L'expression de Barry a changé. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que quelqu'un a payé $2500 à Maria Santos pour qu'elle invente une urgence de maintenance si je me pointais au Hilton. Quelqu'un a accédé au système de vidéosurveillance de l'hôtel depuis votre ancien bureau. Quelqu'un m'a envoyé des textos anonymes conçus pour m'attirer dans un piège. Le sang a quitté le visage de Barry. Tommy, je ne sais pas de quoi vous parlez. Bien sûr que si, Barry. Tu as orchestré toute l'affaire. Le piège de la vidéosurveillance, les textos anonymes, le plan pour me faire arrêter pour violence domestique. Tu as expliqué à Alyssa et Jenna comment me manipuler pour me mettre dans une position compromettante. Barry s'est levé brusquement. Cette réunion est terminée. Vous devez partir. Je ne vais nulle part avant qu'on ait terminé cette conversation. J'appelle la sécurité. Allez-y, appelez-les. Pendant que vous y êtes, vous pourrez peut-être leur expliquer pourquoi vous venez d'avouer un complot, une entrave à la justice et une subornation de témoins. La main de Barry s'est figée à mi-chemin du téléphone. De quoi parlez-vous? J'ai ouvert ma chemise pour révéler le micro. Je parle de l'appareil d'enregistrement qui vient de capter chaque mot de cette conversation. Celui qui vient de vous enregistrer en train de décrire exactement comment mettre en place un piège de surveillance. Et qui vous a fait admettre que quelqu'un a payé Maria Santos pour participer à un complot. Barry s'est effondré dans son fauteuil, le visage gris de choc.
Espèce de fils de pute, a-t-il murmuré. Non, Barry. Je suis le type qui t'a battu à ton propre jeu. La porte s'est ouverte à la volée et l'agent Martinez est entré avec 2 autres agents fédéraux. Barry Stone, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue d'entraver la justice et subornation de témoins. Alors qu'il le menottait et lui lisait ses droits, il m'a regardé avec une haine pure. Ce n'est pas fini, Arlon. Si, ai-je répondu. C'est fini. Barry Stone a été condamné à 4 ans de prison fédérale par un froid matin de décembre qui correspondait parfaitement à mon humeur. J'étais assis au fond de la salle d'audience, le regardant essayer de conserver sa dignité pendant que le juge énumérait ses crimes. Complot en vue d'entraver la justice, subornation de témoins et complot de fraude. Sa femme n'était pas là. Elle avait demandé le divorce 2 semaines après son arrestation, emmenant leurs enfants pour retourner vivre chez sa mère dans le New Hampshire. Une autre famille détruite par la cupidité et la stupidité. Jenna Sick avait déjà été condamnée à 18 mois pour son rôle dans le complot. Elle avait essayé de prétendre qu'elle ne faisait que suivre les ordres de Barry, mais les enregistrements que j'avais fait prouvaient qu'elle était une participante enthousiaste au plan pour me piéger. Craig Jameson a pris 15 ans. Sa licence pharmaceutique a été révoquée, et il a été condamné à verser des dommages et intérêts aux familles des personnes décédées à cause des médicaments contaminés qu'il avait distribués. Cet argent ne ramènerait jamais ces personnes, mais c'était toujours ça. Quant à Alyssa, elle purgeait sa peine de 7 ans dans une prison fédérale du Connecticut. Je n'avais reçu qu'une seule lettre d'elle depuis la condamnation, des excuses décousues de 5 pages qui parvenaient à éviter de prendre la responsabilité de tout ce qu'elle avait fait. Je l'avais jetée sans la finir. Après la condamnation de Barry, je suis rentré à Lawrence et je me suis arrêté au Murphy's Tavern pour boire une bière. C'était devenu un rituel au cours de ces derniers mois, une façon de marquer la fin de chaque phase de ce cauchemar et la transition vers ce qui viendrait ensuite. Richie m'attendait à notre table habituelle au fond. Comment ça s'est passé? 4 ans. Il en fera probablement 3 avec une bonne conduite. C'est toujours ça, au moins. Ouais, c'est toujours ça. Nous avons bu dans un silence confortable pendant un moment. Regardant les moments forts des Red Sox sur la télévision au-dessus du bar. La saison était terminée, mais il y avait toujours l'année prochaine. Toujours la possibilité que les choses soient différentes. Tu sais ce que j'ai réalisé aujourd'hui, ai-je dit. Quoi donc? Je ne suis plus en colère. Pendant des mois, j'ai porté cette rage comme une seconde peau. Mais en étant assis dans cette salle d'audience, à regarder Barry se faire condamner, je ne me suis pas senti en colère. Je me suis senti vide. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose. La colère peut te dévorer vivant si tu t'y accroches trop longtemps. Mais qu'est-ce qui vient après la colère? Qu'est-ce que tu fais quand les personnes qui t'ont fait du tort sont en prison et que tu dois encore trouver comment vivre ta vie? Richie a réfléchi à ça. Tu recommences à zéro. Tu découvres qui tu es quand tu n'es pas défini par ce que les autres t'ont fait. Plus facile à dire qu'à faire. Comme la plupart des choses qui en valent la peine. Mon téléphone a vibré avec un SMS. L'espace d'un instant, mon cœur a fait un bond. Une part de moi s'attendait encore à des tuyaux anonymes et des avertissements cryptiques, mais ce n'était que mon superviseur de la compagnie d'assurance me demandant si je pouvais faire des heures supplémentaires la semaine prochaine. J'avais gardé mon travail à travers tout ça, bien que ça n'ait pas été facile. La publicité autour des affaires fédérales avait fait de moi une sorte de célébrité locale. Le gars qui avait fait tomber un réseau criminel et envoyé sa propre femme en prison. Certaines personnes me voyaient comme un héros. D'autres me voyaient comme une balance qui avait trahi sa famille. Je ne me voyais ni comme l'un ni comme l'autre. J'étais juste un gars qui avait refusé d'être une victime. Il y a un truc que je ne t'ai jamais dit, a déclaré Richie en interrompant mes pensées. Quoi donc? Je sais qui t'a envoyé ces SMS anonymes. J'ai posé ma bière et je l'ai regardé fixement. Quoi? Maria Santos, la superviseure de l'hôtel. Elle m'a appelé il y a quelques semaines, elle voulait s'excuser pour son rôle dans toute cette histoire. Maria a envoyé les textos. Mais pourquoi? Elle a dit que Barry Stone l'avait approché pour monter le piège de la vidéosurveillance, mais quand elle a vu les images de l'hôtel de ta femme avec Craig, elle s'est sentie mal pour ce qu'il prévoyait de te faire. Elle savait que tu étais en train de te faire piéger, alors elle t'a envoyé ces textos pour te prévenir, mais elle a quand même suivi le plan. Elle avait besoin de cet argent. Mère célibataire, 2 enfants.
travaillant dans 2 emplois différents juste pour payer le loyer. Barry lui offrait $2500 pour passer un coup de fil si tu te pointais à l'hôtel. Donc, elle me protégeait et me trahissait en même temps. Les gens sont compliqués, Tommy. Ils font de mauvaises choses pour de bonnes raisons et de bonnes choses pour de mauvaises raisons. Parfois, ils font les deux en même temps. J'ai pensé à Maria Santos, une femme que je n'avais jamais rencontrée et qui avait essayé de me sauver d'un piège qu'elle aidait à tendre. Une autre victime des manipulations de Barry Stone, coincée entre sa conscience et son besoin de survivre. Où est-elle maintenant? Elle travaille toujours à l'hôtel, elle a toujours du mal à payer les factures. Les procureurs fédéraux ne l'ont pas inculpée parce qu'elle a coopéré à l'enquête. Je devrais la remercier. Peut-être. Ou peut-être que tu devrais juste laisser couler. Elle a fait ce qu'elle a pu avec les choix qu'elle avait. Nous avons fini nos bières et sommes sortis dans le froid de décembre. Laurence semblait la même qu'elle l'avait toujours été. Fatiguée, usée, mais toujours debout. À l'image de ses habitants, la ville perdurait. « Qu'est-ce que tu vas faire maintenant » a demandé Richie alors que nous atteignions nos voitures. « Je ne sais pas. J'ai été tellement concentré sur l'obtention de la justice pour ce qui s'est passé que je n'ai pas beaucoup pensé à la suite. Tu pourrais déménager, repartir à neuf ailleurs. Je pourrais, mais je crois que je vais rester. C'est chez moi. Pour le meilleur ou pour le pire, ce sont mes concitoyens. Même après tout ce qui s'est passé. Surtout après tout ce qui s'est passé, je ne vais pas laisser Barry Stone et ses complices me chasser de la vie que j'ai bâtie ici. » Richie a souri. Ça ressemble au Tommy Harlon dont je me souviens d'Afghanistan. Le type qui ne reculait jamais devant un combat. Ce n'était pas un combat, Richie. C'était la guerre. Et j'ai gagné. J'ai conduit pour rentrer chez moi à travers les rues familières de Laurence. Passant devant les garages automobiles et les petites épiceries de quartier. Passant devant les maisons à 3 étages où des familles de travailleurs luttaient pour joindre les deux bouts. Passant devant le Hilton où mon mariage était mort et où ma vraie vie avait commencé. Ma maison me semblait différente maintenant, plus vide, mais aussi plus propre. J'avais jeté la plupart des affaires d'Alyssa, ne gardant que quelques photos de nos premières années ensemble, quand nous étions tous les deux des personnes différentes avec des rêves différents. Je me suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière et j'ai regardé les lumières de la ville, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qui restait à venir. Quelque part là-bas, Maria Santos était probablement en train de mettre ses enfants au lit en s'inquiétant pour le loyer du mois prochain. Ailleurs, Alyssa était allongée sur un lit de camp étroit en prison, pensant peut-être au choix qui l'avait menée là. Et moi, j'étais là, seul mais sans souffrir de la solitude, amoché mais pas brisé, prêt à commencer le prochain chapitre de ma vie. Mon téléphone a vibré une dernière fois, un texto d'un numéro inconnu. Merci. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Certaines conversations n'avaient pas besoin de mots. J'ai fini ma bière et je suis rentré, verrouillant la porte derrière moi. Demain, je retournerai au travail, je recommencerai à enquêter sur des réclamations d'assurance et à documenter les désastres des autres. Mais ce soir, je n'étais que Tommy Harlon, survivant d'une guerre que je n'avais jamais demandé à mener, vainqueur d'une victoire qui m'avait tout coûté et m'avait rendu à moi-même. C'était